Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Educast, le podcast d'Eduki qui vous raconte les coulisses des organisations de la Genève internationale. Quel est le rôle du HCR ? Sur quel terrain agit-il ? Ou quelles sont les différences entre les migrants et les réfugiés ? Nous retrouvons aujourd'hui Christina Davis pour nous parler de son travail au sein de l'organisation. Dans chaque épisode, un ou une élève interroge notre invité sur la thématique abordée. Et aujourd'hui, Noah du collège Sismondi à Genève aura l'occasion de poser sa question à notre intervenante. En 2 mots, est-ce que vous pouvez nous présenter et puis quel est votre travail en fait au sein du HCR ? Donc, je suis la directrice exécutive du partenaire national pour la Suisse et le Liechtenstein, Switzerland for UNHCR, qui est une fondation de droit suisse qui a été établie l'année passée. Premièrement, pour mobiliser des ressources du secteur privé, puisque, comme vous le savez, les besoins augmentent exponentiellement. Et deuxièmement, pour plaider la cause et la mission du HCR auprès du public suisse et du Liechtenstein. Merci. Maintenant, on voulait savoir un petit peu quels sont les défis en fait d'actualité auxquels l'organisation est confrontée. On parle beaucoup des réfugiés climatiques, mais est-ce que vous avez d'autres problématiques d'actualité auxquelles vous êtes confrontés ? Oui, je dirais qu'on parle beaucoup de climat, ça c'est clair, mais je vais peut-être faire tout d'abord une petite incartade. Si vous voulez, moi j'ai commencé à travailler au bureau parisien du HCR en 2012, donc ça fait un petit peu moins d'une décennie. À l'époque, je me rappelle très bien des chiffres, c'était 45 millions de personnes qui étaient sous la protection du HCR. Cette année, on en arrive à 82,4 millions personnes forcées de fuir, et donc j'arrive même à en bégayer parce que chaque année, c'est 2, 3, 5 millions de plus, et on parle à coups de millions, et c'est une litanie de chiffres qui veut plus rien dire. Donc si vous voulez, je pense que l'important c'est de comprendre que les conflits, les persécutions n'ont pas arrêté depuis le début du siècle, et on est vraiment sur une courbe exponentielle. Et à cela s'ajoute une thématique qui est vraiment maintenant devenue brûlante dans tous les médias, ce sont les réfugiés climatiques. Alors si vous voulez, et ça je crois que c'est important de comprendre, le HCR n'a pas de mandat de protection internationale sur les réfugiés climatiques, puisqu'il n'y a personne ou il n'y a pas une organisation qui s'en occupe. Mais bien sûr, le changement climatique exacerbe les problématiques des réfugiés, puisque précisément avec ce changement climatique, les réfugiés qui ont été victimes de guerres, de persécutions, etc., sont encore plus forcés à fuir à cause du changement climatique. Donc c'est une exacerbation, et on va voir sur le long terme, bien sûr, je dirais, une accentuation de cette tendance. Et pour vous, maintenant, on va vous demander un petit peu quels sont en fait un projet ou des projets de terrain qui vous ont vraiment passionné et auxquels vous vous êtes senti concerné. Un des projets de terrain qui m'a le plus passionné, c'est comment l'organisation du HCR a rapidement basculé au cours, je dirais, de cette dernière décennie sur la manière d'aider les réfugiés les plus vulnérables. Puisque pendant des décennies, qu'est-ce qu'on faisait quand il y avait une crise ? On leur donnait 1 kilo de riz, 1 kilo de farine, etc., pour subvenir à leurs besoins. On leur donnait une batterie de cuisine, on leur donnait des vivres qui, nous pensions, étaient les plus à même de les aider. Qu'est-ce que ça faisait ? Ça créait un marché secondaire, parce que moi je veux pas 1 kilo de farine, parce que mes enfants sont habitués à un autre moyen de subsistance alimentaire. Alors on a commencé à faire ce qu'on appelle du cash-based assistance, qui est du cash pour ces réfugiés particulièrement vulnérables, pour les aider soit à payer leur loyer, soit à permettre aux enfants d'être scolarisés, soit tout simplement à s'habiller pour l'hiver, à retaper leur maison quand l'hiver frappe. Et pour moi, c'est vraiment une révolution, si vous voulez, de la manière dont on déploie l'aide humanitaire, puisque au lieu de leur donner ce que nous pensons est le mieux, ils sont dignes, ils reçoivent de l'argent, et c'est eux qui savent mieux où sont leurs besoins. Et pour moi, c'est vraiment une révolution. C'est un changement de paradigme, mais au sein peut-être aussi de tout l'écosystème humanitaire. C'est-à-dire qu'au lieu de leur donner quelque chose dont ils n'ont peut-être pas forcément besoin, l'argent, au final, le cash, c'est quelque chose de très, très... Enfin, il n'y a pas plus utile que ça ne crée pas de second marché. Et je souhaitais aussi ajouter au fait que quand on leur donne du cash, c'est fraud proof, c'est-à-dire que on utilise un système avec des partenariats avec des banques, par exemple en Jordanie. Ces personnes qui ont été identifiées pour recevoir l'argent passent devant un distributeur automatique de billets. Il y a un scan de l'iris, parce que l'iris est absolument personnel. Il n'y a pas un iris pareil dans tout le monde. Et ils reçoivent de l'argent avec une identification
ratification de l'IRIS. Donc en fait, en plus, on utilise l'innovation au service de l'humanitaire. Vous savez qu'Eduki travaille, il vise à promouvoir les organisations internationales à la jeunesse. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire justement aux jeunes qui s'intéressent à ces thématiques d'humanitaire et plus précisément pour les réfugiés ? Eh bien, écoutez, moi, je ne peux que les encourager à s'engager. Je crois qu'il y a un grand changement structurel qui est en train de s'opérer entre la jeunesse du XXe siècle et la jeunesse du XXIe siècle. C'est qu'on veut vraiment s'engager pour une cause qui fasse sens. Bien sûr, après, j'ai pas envie de mettre de bémol, mais s'engager dans l'humanitaire, je mettrais le haut là, c'est sur tout ce qu'on a vu pendant la crise en 2015-2016, quand on a accueilli beaucoup de réfugiés en Europe et en Grèce, et on partait là-bas pour un été parce qu'on veut aider, etc. C'est ce qu'on appelait le bénévolat humanitaire. Je dirais que c'est une vocation en soi, c'est pas quelque chose de facile. On peut être perturbé, on peut être sérieusement ébranlé par ce qu'on voit sur le terrain. Et je dirais qu'il y a énormément d'acteurs locaux ici en Suisse qui s'engagent envers les réfugiés. Donc déjà commencer par là, voir les associations qui font vraiment un travail remarquable ici en Suisse, parce que le terrain, il commence ici. Donc, on peut déjà commencer à s'engager ici plutôt que dire « Ah, il faut que j'aille dans tel pays d'Afrique ou d'Asie et le faire dès à présent et tout de suite ici. » Quelle est la valeur ajoutée pour vous d'avoir une HCR basée à Genève, par exemple dans l'organisation opérationnelle ? Je dirais que Genève a tout d'abord une forte valeur symbolique. C'est une ville dans laquelle la convention relative au statut de réfugié, qui est vraiment, entre guillemets, le mandat de protection du HCR, a vu le jour. Pour rappel, le 27 juillet de cette année, on célébrera les 70 ans de la ratification de cette convention qui a eu bien lieu à Genève. Et je dirais aussi qu'elle a un rôle absolument primordial en tant qu'acteur humanitaire. On l'a vu le mois passé avec le tapis rouge à la Perle du Lac. C'est aussi un centre diplomatique. Et on a ici plus de 1000 experts qui sont ici au siège et qui peuvent intervenir à tout moment lorsqu'une crise frappe et être déployés sur le terrain. Mais je dirais aussi qu'une si petite ville héberge les missions des représentations diplomatiques et que donc on a un écosystème vraiment extrêmement favorable, des autorités locales et des autorités nationales qui sont extrêmement favorables à la promotion d'un pays comme la Suisse pour être un centre humanitaire et diplomatique. Pouvez-vous raconter un fait marquant dans l'histoire de l'organisation qui vous touche particulièrement ? Je dirais que chaque décennie, depuis que le HCR existe, a vécu son lot de déchirements. Et moi, en fait, je suis un pur produit genevois. J'ai grandi au Petit Saconnet. Et dans mon immeuble, j'avais plusieurs voisins. J'avais les Sedlak, qui eux avaient fui le soulèvement de Prague en 68. J'avais aussi les Bayan, qui étaient des Hongrois, qui avaient fui les chars de 1956. Et si vous voulez, chaque décennie a vu son lot de réfugiés. Il y en a qui ont pu affluer ici et qui trouvaient protection en Suisse. Mais chaque décennie est vraiment à marquer l'histoire mondiale depuis notre établissement. Donc, qu'on pense dans les années 60, la décolonisation en Afrique, dans les années 70, les guerres qui ont déchiré le sud-est asiatique, dans les années 80, les guerres en Amérique latine, les années 90, ça a été la Bosnie. Et donc, chaque année a été vraiment un fait marquant. Donc, je dirais que les archives du HCR, mais aussi celles d'autres organisations humanitaires ici à Genève, regorgent de cette fantastique histoire et dont le lien est très fort ici à Genève. Pourquoi le HCR est essentiel pour un monde meilleur ? La mission du HCR vise à garantir le droit de trouver un refuge sûr à tout individu qui a dû fuir la violence, la persécution, la guerre et les catastrophes dans son pays. Quand on parle trop fort dans un pays où il n'y a pas de liberté d'expression, quand on fait partie de la communauté LGBTI, quand on n'est pas de la bonne religion, il y a une convention qui est cette convention dont le HCR est garant et qui permet de trouver protection à cause de cette persécution dont on est en droit d'être protégé. Et donc pour moi, c'est un élément essentiel pour un monde meilleur. Quelles sont selon vous les qualités idéales pour travailler sur le terrain dans le domaine humanitaire ? Alors, je dirais que c'est vrai que c'est pas comme à l'université où on fait une carrière de droit, où on fait une carrière d'économie, puis après on arrive à se diriger. Je dirais que
Il y a quelques décennies, un profil idéal n'existait pas et il n'existe pas non plus aujourd'hui. On s'engage, ça commence par, comme je le disais avant ici, s'engager en Suisse et s'engager localement. Je dirais aussi qu'il ne faut pas se leurrer sur cette carrière humanitaire. Je crois qu'elle bénéficie d'une certaine aura auprès de la jeunesse aujourd'hui parce que je sais que on cherche à ce que l'avenir fasse sens, à ce qu'on ait quelque chose qui nous parle et qui nous résonne. Mais je veux aussi mettre en garde contre... il y a beaucoup de personnes qui essayent de profiter, on en a vu, et je pense que ça mérite la peine de le regarder sur les sources ouvertes du Internet. Mais je dirais que l'important, c'est de commencer à s'engager localement, de voir si ça nous plaît et de poursuivre sa carrière. Et enfin, la dernière question, c'est une question posée par une élève qui dit « À cause de la migration, de nombreuses personnes sont rendues vulnérables et sont de ce fait exploitées. Comment peut-on lutter contre le trafic de ces personnes-là » Alors, vaste question et question très pertinente et j'ai peur de décevoir quand je vais donner ce type de réponse. Mais il est vrai que nous essayons au mieux de lutter contre le trafic de personnes. Mais lorsque, pendant la Journée mondiale du réfugié, on a annoncé les nouvelles statistiques, c'est-à-dire 82 millions de personnes forcées de fuir, on est très conscient que nous n'arriverons pas à lutter contre la fin des guerres, contre la fin du trafic des personnes, contre la fin de l'exploitation, si la communauté internationale ne joue pas un rôle plus proéminent pour mettre fin aux guerres, mettre fin à ces trafics. Et si vous voulez, nous faisons que écoper de ces problématiques et c'est pour ça qu'on fait appel à la communauté internationale pour essayer de vraiment mettre en place des garde-fous contre ces horribles trafics qui ont lieu malheureusement. Quel est votre rapport direct ou indirect avec la migration en tant que spécialiste ? Alors j'ai un lien direct ou un lien fort avec la cause des réfugiés parce que j'ai le privilège précisément d'avoir plusieurs nationalités et mes grands-parents étaient espagnols du côté de ma mère. On a vécu en Espagne une guerre civile et lorsque une guerre civile éclate, c'est toujours un déchirement du pays. Lorsque les nationalistes sont passés, mes grands-parents ont dû cacher leurs livres qu'ils avaient en catalan et lorsque les républicains sont passés, ils ont dû cacher leurs vierges et tous les symboles, disons, du fait qu'ils étaient catholiques. Et on peut s'imaginer à ce moment-là l'empathie qu'on peut ressentir parce qu'on est persécuté de par sa religion, de par sa race, parce qu'on parle trop fort dans un pays où on ne peut pas s'exprimer librement. Et donc mon lien est bien sûr très très fort. Qu'est-ce qui cause ou contribue à la déshumanisation des migrants selon vous ? Et la déshumanisation des réfugiés, elle touche principalement le fait que lorsque j'ai commencé au HCR, il y avait 45 millions de personnes sous la protection du HCR et on en est pratiquement à peu près 10 ans plus tard, au double. Donc ça devient une litanie de statistiques, de chiffres et la personne, la souffrance humaine endurée est complètement occultée. Merci encore pour cette interview, Madame Christina Davis. Merci beaucoup. Si ce podcast vous a intéressé et que l'envie vous prend d'approfondir vos connaissances sur le sujet, retrouvez nos dossiers thématiques sur eduki.ch.